Merci d'être là pour notre 7e réunion des matinées Esprit Laffitte et notre première de l'année 2026. Alors en premier lieu, bien sûr Gaël Langevin est là. Bonjour Gaël. On va bien évidemment parler de lui après, mais je voulais, Magali, que vous remercier pour l'accueil à la médiathèque comme d'habitude. Vous avez vu, c'est confort quand même. On a tout ce qu'il nous faut. Tout le monde est là pour nous accueillir. La salle a été préparée. Merci pour tout. Valérie n'est pas là ce matin, mais donc vous êtes son bras droit. Vous allez peut-être nous dire un mot. Merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir à la médiathèque. Donc pour certains d'entre vous, je reconnais des visages, donc je sais que vous connaissez la programmation de la médiathèque. Donc effectivement, comme a dit Janie, c'est la 7e rencontre des matinées Laffitte. Nous en aurons une autre d'ailleurs au mois d'avril, le 10 avril prochain. Et Janie fera évidemment la promotion de cette rencontre. Nous avons également une belle programmation culturelle. Donc vous avez peut-être découvert le programme papier. Voilà, je fais un peu ma publicité, oui, c'est normal. Et donc demain, nous avons un concert, notamment à la médiathèque. Donc pour ceux qui aiment la musique rock, vous pouvez venir à partir de 16h. Comme d'habitude, toutes les propositions que nous formons à la médiathèque, que ce soit des conférences, des ateliers, des spectacles, des concerts, tout y est gratuit. Et il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à consulter le programme. On est en rupture de stock papier, donc les peu de programmes qu'il y avait sur les chaises, profitez-en. Les autres, vous les avez en ligne. On vit avec son temps, on est moderne, voilà. Donc vous avez la version numérique sur le site des médiathèques. Voilà, je ne vais pas retenir plus l'attention et la parole. Je vais passer la parole à Gaël Langevin. Et d'abord, peut-être, je repasse le micro à Janie. Merci beaucoup. Oui. On va faire dans l'ordre. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, non seulement vous faites votre promo, mais la mienne aussi, puisqu'effectivement, le 10 avril, on aura Patrick Fénichel, mais je vous aurai l'occasion de vous en reparler. Alors oui, vous savez bien qu'on ne peut pas commencer cette matinée sans bien évidemment accueillir Antoine et ses bêtises, peut-être pas ses bêtises, son petit mot d'humour. Oui, alors donc bonjour à tous. Cher Gaël, gratitude absolue car vous avez répondu à notre invitation. Alors je précise vous, moins par déférence que pour marquer le nombre, pour dire le binôme en fait, car vous êtes venus à 2 ce matin. Créateur et créature, créateur ou créature, êtes-vous plus Dr Jekyll que Mr Hyde, ou plus Gepetto que Frankenstein? Vous allez nous raconter l'histoire. Mais permettez-moi de m'interroger et de vous interroger. Vous êtes 2 soit, mais de quel genre? Je veux parler non pas de vous, mais de l'autre, sur le net. Vous savez, c'est ce lieu où on a nos empreintes... c'est-à-dire le lieu non pas de nos empreintes carbone, mais digitales. Il ou elle, sur le net, n'est jamais nommé. Et je ne dispose pas d'indices pensables pour genrer votre alter ego. Alors, il ou elle? Et si nous surmontions cette difficulté avec un prénom épicène? Alors moi aussi, j'ai un peu saigné du nez sur le mot épicène. Vous savez, ce sont les prénoms masculins et féminins. Donc des prénoms comme Sacha, comme Dominique, comme Claude. Et finalement, pourquoi pas Gaël ou Gaëlle? L'homophonie va nous arranger. Partons donc, si vous le voulez bien, sur un couple de Gaël, un Gaël au carré. Alors j'ai pour vous plein de questions anatomiques et organiques, au sens des organes que vous avez dessinés, que vous avez digitalisés, que vous avez mis en ligne pour être modelés partout dans le monde par des imprimantes 3D. Alors vous avez commencé l'édification de Gaël par la main. Rassurez-moi, pouvez-vous la lui donner, la lui tendre? Et Gaël peut-il vous la serrer? Et puisque nous en sommes à serrer des trucs, Gaël se serre-t-il la ceinture? Serre-t-il les dents, les poings, les coudes, le cœur? Et difficile d'y échapper, Gaël peut-il serrer les fesses? Et comme il s'agit de tech, vous lui avez aussi mis forcément la puce à l'oreille. Mais accepte-t-il qu'on les lui secoue, les puces?
avez-vous sur cette question un terrain d'entente? Et s'il refuse de vous prêter l'oreille, que faites-vous? Pouvez-vous la lui tirer? D'ailleurs, est-ce qu'il dort sur ses deux oreilles? Ou ne dort-il que d'un œil? Que fait-il vraiment si on lui demande d'aller jeter un œil? Au commencement, Gaël vous a-t-il tapé dans l'œil? Est-il sujet à tourner de l'œil? S'est-il fourré le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate? Restons dans la sphère ORL. A-t-il déjà fourré son nez dans vos affaires? Lui avez-vous déjà tiré les vers du nez? Est-ce qu'il pique du nez parfois? Et si vous lui demandez de pointer son nez, que décide-t-il vraiment de faire? Gaël tourne-t-il sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler? Se tourne-t-il les pouces? Vous tourne-t-il le dos, les talons? Et puisque nous sommes dans les talons, l'estomac, surtout s'il est en béton, l'a-t-il aussi dans les talons? Et son moral, fut-il d'acier, l'a-t-il alors dans les chaussettes? Ce qui nous aiguille, comme les talons, vers d'autres questions anatomiques. Gaël tape-t-il des mains ou des pieds qu'il met alors dans le plat ou sous la table? Saura-t-il prendre ses jambes à son cou? Sait-il mettre un genou à terre sans que les bras lui en tombent? Et comment va-t-il faire le pied de grue? En dansant d'un pied sur l'autre? Est-ce qu'on peut lui casser les pieds? Et lui, vous a-t-il déjà cassé les oreilles? Donne-t-il facilement sa langue au chat, ce qu'il a à fouetter? Ou celui qu'il a peut-être dans la gorge? Et je ne vous raconte pas si en plus il se met un bœuf sur la langue. Est-ce que Gaël est stable? Est-ce qu'il tombe de sa chaise, tombe dans le panneau, tombe dans les pommes, tombe sur le cul, tombe de sommeil, tombe malade, tombe amoureux, tombe enceinte, tombe de haut, tombe de la lune, tombe des nues, tombe à l'eau, tombe sous le sens, tombe dans l'alcool? A-t-il le rythme dans la peau sur les os? Et s'il perd les os, tombera-t-il en ruine? Gaël se creuse-t-il la tête? Coupe-t-il les cheveux en quatre? Pleure-t-il à chaudes larmes? Est-ce qu'il perd la boule? Se met-il la rate au courbouillon? A-t-il un cerveau en compote, des pieds de plomb, un regard de braise, un cœur d'artichaut? A-t-il déjà mis sa main au feu, sa tête sur le billot? Gaël peut-il rentrer le ventre, cligner de l'œil, remuer la queue, dresser l'oreille, claquer des dents, avoir la chair de poule? Alors Gaël, dans ce couple, Gaël vous mène-t-il à la baguette ou est-ce que c'est vous qui tirez les ficelles? Entre vous deux, qui a la main sur le cœur et qui a le cœur sur la main? J'espère que vous avez refusé de lui imprimer un cœur de pierre et que vous avez opté pour un cœur d'or. Mais je le subodore, je le crois même, car vous avez l'art et la matière. Ça démarre bien, hein. Ah, il est fort, hein. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ça vous a plu? Ouais, c'est impressionnant, c'est-à-dire que là, je ne sais même plus quoi dire. Mais écoutez, bonjour Gaël. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, puisque vous venez d'un petit village du Cher qui s'appelle Bouleret, c'est ça? Bouleret, exactement. Donc voilà, donc il a voyagé hier et merci d'être venu jusqu'ici. Alors de plus, comme l'a précisé Antoine, vous n'êtes pas venu seul, bien évidemment. Façon de parler, car votre robot n'est peut-être pas là en chair et en os, mais dans l'esprit. Et c'est cela qui nous intéresse ce matin. Alors on va revenir sur votre parcours, on va revenir sur cette histoire magnifique et passionnante. Mais dans un premier temps, vous pouvez vous présenter. Qui êtes-vous, Gaël? Bien sûr. Alors, on a dit qu'on se tutoyait depuis hier, Alors, donc j'ai un peu de mal. Je vais essayer. On essaye de se tutoyer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on retombe sur le vouvoiement. Voilà. Mais On va essayer. Donc, je m'appelle Gaël Langevin, je suis sculpteur-designer. Je travaille dans le domaine de la publicité. Je fabrique des objets depuis l'âge de 22-23 ans. Et c'est des objets qui servent essentiellement pour faire des choses dans la pub qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire que, par exemple, vous connaissez le flamby. Quand vous achetez un flamby, ce flamby que vous voyez en photo, c'est un flamby en résine que j'ai fabriqué il y a plus de 28 ans maintenant. Nature et Découverte, les magasins Nature et Découverte, il y a une tortue sur un globe, sur une map monde. C'est un objet que j'ai réalisé, qui a été produit en série et qui était devant les magasins. Donc à chaque fois, je fabrique des objets qui servent
pour la publicité. Récemment, il y a Givenchy qui a eu un flacon, l'interdit, et derrière ce flacon, il y avait des pétales de fleurs métallisés. Et donc, j'ai fabriqué une fleur métallisée avec des chardons métallisés. Vous avez peut-être vu ça en affichage un petit peu partout. C'est une passion? C'est vraiment une passion, ce métier? En fait, ça allie la sculpture, la fabrication, la création. Et à chaque fois, c'est différent. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est jamais la même chose. À chaque fois, on me demande des projets, des choses à fabriquer que je n'ai jamais fait avant. Je suis toujours obligé de dire OK, je sais le faire, je vais y arriver. Et donc, c'est un challenge. Alors, c'est quand même un métier très particulier. Est-ce qu'à l'école, tu étais bon élève? Tu avais déjà des prédispositions dans un artiste en herbe, déjà? À l'école, ça a été très, très, très difficile. J'étais nul. J'étais celui qui était au fond de la classe. D'ailleurs, si j'avais été ici aujourd'hui, je me serais probablement mis là-bas au fond. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'étudiants, parce qu'on pourrait leur dire voilà où on peut arriver. Ah oui, on arrive des fois à se mettre devant. Voilà. En fait, c'était assez étonnant. C'est-à-dire qu'à l'école, je n'arrivais pas du tout à suivre. J'étais toujours près de la fenêtre. Je regardais ce qui se passait à l'extérieur. Tout ce qui était matière, je ne comprenais rien. J'avais vraiment un mal fou à étudier. Et tout ce que je faisais, c'était plutôt à l'extérieur. C'était en week-end, quand on partait à la campagne ou quand on partait en forêt. J'allais récupérer des morceaux de bois. J'analysais comment les feuilles étaient faites, comment on pouvait assembler des éléments ensemble. Donc c'était vraiment... L'école était très difficile. D'accord. Donc ça commence là aussi quand même, peut-être, cette vie d'artiste quelque part, de création. Alors, effectivement, déjà à l'époque, je fabriquais des choses. C'est-à-dire que, par exemple, un réveil qui était cassé dans la maison, je le prenais. Comme il était cassé, je me disais, je pourrais le démonter et essayer de le réparer. Puisqu'il était déjà cassé, il n'y avait aucun risque à le casser encore plus. Donc j'ai démonté des réveils comme ça qui n'ont jamais refonctionné. Et puis ensuite, j'ai commencé à fabriquer, par exemple, un petit sous-marin. Il y avait un étang près de chez mes voisins. Et avec des plans, j'avais commencé à construire un sous-marin. L'idée, c'était quand même de descendre sous l'eau. Hein. Donc, heureusement qu'il y avait l'école quand même, parce que ça m'a empêché de finir ce sous-marin et de me retrouver sous l'eau et d'y rester, je crois. Oui. Tes parents, ils voyaient tout ça d'un bon œil? En fait, oui, on était dans les années 70. Trouvais ça, j'avais le droit de prendre une scie à métaux, une scie à bois, des marteaux, des clous, bricolés. Il n'y avait aucun souci avec ça. Ils étaient très, très ouverts. Mon père était dans la publicité, d'ailleurs. Il était graphiste et illustrateur dans la publicité. Et ma mère était accessoiriste, c'est-à-dire qu'elle fabriquait des décors pour des vitrines et pour des photos. Oui, donc il y avait un petit côté. C'était un domaine déjà assez artistique. Alors, cette aventure de robot démarre par hasard, alors qu'un constructeur automobile vous demande de travailler sur la modélisation d'une main, c'est ça? Alors, oui, c'est pour un constructeur automobile qui souhaitait faire une campagne publicitaire. Voilà, c'est ça. À quel moment on lançait On doit voir un petit peu après. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il me demande de créer une prothèse futuriste pour une campagne publicitaire. L'idée, c'était, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'un handicapé ne peut pas faire des gestes comme tout le monde, c'est-à-dire se mettre le doigt dans le nez, faire un doigt d'honneur. Puis finalement, la publicité n'a jamais été acceptée parce que ça allait beaucoup trop loin. Par contre, je me suis posé la question, je me suis dit, une prothèse futuriste, qu'est-ce que c'est? Avec quoi? Qu'est-ce qui représente une prothèse futuriste? Et quand même, qu'est-ce qui t'inspire là-dedans? Tout d'un coup, c'est un déclic, là, quand même. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que depuis toujours, j'adorais les mains. J'ai sculpté des mains. Quand j'étais gamin, je moulais mes mains dans du papier d'aluminium, je coulais du plâtre dedans. Et cette main, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que c'est futuriste? Je venais d'acheter une petite imprimante 3D. C'était tout au début de l'impression 3D en France. Et je me suis dit, pourquoi ne pas l'imprimer en 3D? Essayer de faire quelque chose qui soit mobile et qui puisse bouger. J'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé absolument rien sur les prothèses imprimées en 3D. Donc je me suis dit, ça c'est un truc. La pub ne s'est pas faite. J'ai quand même créé cette main et je l'ai mise sur Internet, disponible à tous. Alors c'est la démarche qui nous interpelle. Pourquoi faire ça? Pourquoi tout d'un coup en open source? Pourquoi? Eh bien, en fait, j'utilise depuis très longtemps pour mon travail, j'utilise Blender, qui est un logiciel de modélisation 3D. Ce logiciel permet de créer des formes, de sculpter. Et tout ça, c'est en open source, c'est en accès libre.
Et comme je me sers de ce logiciel, j'ai voulu rendre l'appareil. J'ai voulu partager, rentrer dans cette communauté où on n'est pas toujours en train de faire du commercial. D'autant plus que dans mon travail, c'est extrêmement commercial. Je travaille vraiment pour des grandes marques. C'est argent, argent. C'est exactement ça. Comment vous êtes tu es animé d'un esprit de partage absolument incroyable. Parce que dans le monde de la pub, dans le monde du luxe, c'est pas vraiment ça qui les anime. Et non, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, on travaille, je fabrique des objets. Il est fabriqué, la semaine après, ça part à la poubelle. Ça sert pas, ça sert plus. Donc là, c'était vraiment de pouvoir donner quelque chose à cette communauté et rendre un élément utilisable par tout le monde. Donc c'est cette main qu'on voyait avant et qui a permis en fait de créer une première prothèse qui était motorisée, qu'on a pu adapter sur un jeune homme qui avait perdu sa main, qui s'appelle Nicolas Huchet, et qu'on doit voir. Non, on ne voit pas, mais ouais, là on voit des éléments de main. Donc en fait, cette main, elle a permis d'être utilisée pour pas mal de projets, et puis elle a été réutilisée par des associations, transformée par des associations. Aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle Enable, qui produit des prothèses de main pour des enfants qui sont nés sans leurs doigts. Oui. Donc avec juste Et là, tout d'un coup, tu trouves ça valorisant de faire quelque chose par rapport à ce métier où tout est éphémère. Tout d'un coup, là, tu trouves un certain sens à faire cela? Oui, en fait, ça permet de créer quelque chose qui reste un petit peu stable. Qui est utile, peut-être. Qui est utile. Parce que ce côté où on fabrique toutes les semaines, en plus la publicité, c'est toutes les semaines. On fabrique des choses à la chaîne un petit peu et ça part à la poubelle. Là, il y a quelque chose qui reste, qui est pérenne et qui permet d'être utile à la communauté, pour tout le monde. Quand tu as créé cette première main, est-ce que tu avais ce sentiment que ça pouvait rendre service à quelqu'un? Est-ce que tu avais déjà imaginé l'application de quelqu'un qui avait pas de main? Non, j'ai été vraiment surpris en fait. J'ai mis les fichiers sur Internet en me disant, bon, ça pourra servir à quelqu'un, on verra bien. Et l'engouement a été très très rapide, c'est-à-dire qu'en quelques semaines, le projet s'est développé. Il y a des gens qui m'ont contacté, il y a quelqu'un qui est venu sonner à ma porte, qui voulait fabriquer une prothèse pour son cousin qui avait perdu une main. Et là, je me suis dit, mais il va falloir faire quelque chose. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a une mise en place d'une communauté. J'ai fait un site en partenariat avec Sébastien Bonifay. En quelle année Là, on doit être en 2012. Oui, d'accord. C'est 2012. En fait, j'ai commencé... Là, tu étais précurseur. Il n'y avait pas beaucoup de robots à l'époque. Il n'y avait pas de robots imprimés en 3D. Il n'y avait pas de prothèse imprimée en 3D. C'était vraiment la première en fait, prothèse imprimée en 3D qui est sortie. Au départ, tu as senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant, de passionnant. Tu as senti qu'il y avait quelque chose qui naissait là? Ou pas au départ? Alors, en fait, c'est comme c'était fulgurant. Je me suis lancé là-dedans sans trop me poser de questions. Je me suis dit, allez, on y va, on motorise, on essaye de trouver des capteurs, on essaye de faire fonctionner cette prothèse, on va voir comment ça fonctionne. Et c'était passionnant. C'est vraiment un moment où c'était en ascension totale. D'accord. Donc, oui, alors après, il y a l'idée de dire, on continue. Une fois qu'on a la main, le bras, le bicep d'abord. Comment c'est arrivé tout ça? Alors en fait, à chaque fois, comme la première main, je l'avais dessinée, j'avais mis ma main sur l'ordinateur, sur l'écran de l'ordinateur, puis avec la souris, j'ai fait le tour de mes doigts, et c'était ça les proportions de la première main. Et puis ensuite, pour faire le bicep, idem, j'ai mesuré mon bicep, j'ai mesuré mon corps. Bon, les épaules, j'y suis allé un peu large sur le robot. Je me suis dit, on va le rendre un petit peu plus costaud. Et puis, chaque élément était à ma dimension. Il fait la même hauteur que moi. C'est un clone, quoi. C'est une sorte de clone, une sorte de Pinocchio, une sorte de... Ah oui. En fait, c'est une forme de sculpture robotisée. Mais alors, après, l'idée du robot complet est arrivée rapidement. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à développer la suite, là, c'était parti. C'est-à-dire que c'était épaules, torse, tête, et puis par la suite, les jambes. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire un robot complet. On peut voir ici la tête. Ça, c'est la première version de la tête. C'est très intéressant. Ça, c'était la tête de départ. La tête de départ.
Donc il a des caméras dans les yeux, il a une bouche qui peut s'actionner, il entend absolument rien avec ses oreilles. Il écoutait en fait avec des micros qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on porte un petit casque et on communique avec l'ordinateur avec un micro. Ce qui était intéressant là-dedans avec la mâchoire et la tête, c'est que grâce à la communauté, comme il a été imprimé par d'autres personnes, il y a quelqu'un en Australie qui a créé le premier code qui permettait de faire bouger la mâchoire en même temps qu'il parlait. Ce qui fait qu'un matin, j'ai été sur Internet, j'ai récupéré les nouveaux fichiers qui avaient été créés par la communauté au niveau du code de la programmation et le robot pouvait parler et actionner sa mâchoire. Donc ça faisait partie des joies de l'open source et du partage. D'accord. Et c'est vraiment ça que tu as ressenti à ce moment-là, une grande joie de quoi? De finaliser le robot. Tu sentais que ça allait avoir des applications, on va en parler un peu après, mais tu sentais, tu te prenais pour Dieu en fait, tu avais créé quelqu'un. C'est ça, non? Oui, ou Gepetto plutôt. Gepetto. En fait, petit, quand j'étais gamin, j'avais créé une sorte de petit personnage, je ne sais pas si vous vous souvenez des Action Joe ou des G.I. Joe. Et ces petits personnages, mes parents ne voulaient pas m'en acheter parce que c'était des personnages militaires en général. Ils ne voulaient pas m'en acheter. Et donc, j'avais décidé que j'allais m'en fabriquer un. Donc, j'avais commencé par faire une petite tête, une petite boule en bois. Ensuite, avec des clous, j'avais fait des articulations sur un petit personnage. Et j'avais toujours imaginé que ce petit personnage, en fait, un jour pourrait bouger lui-même, comme Pinocchio. Hein. C'est vraiment la même chose, sauf que j'étais gamin à l'époque. Et je crois que c'est ça, c'est la suite de ça. C'est le fait de pouvoir avoir un personnage. Tout d'un coup, on peut animer quelque chose, on peut lui parler, on peut le faire bouger, une sorte de sculpture qui s'anime. Et c'est ce truc-là qui m'a passionné depuis le début. Et en fait, Gaël, puisqu'il s'appelle aussi Gaël, d'après ce que j'ai compris. Alors, il ne s'appelle pas totalement Gaël. Il s'appelle InMove. Oui. Ça, c'est son nom qu'on lui a donné avec ma femme. Gaël, oui, c'est une sorte de reproduction, mais c'est InMove. InMove, ouais. D'accord. Il t'a jamais déçu, en fait? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il est plutôt sympa. D'accord. Donc c'est une véritable prouesse à l'époque de réaliser ce robot complet en 3D, open source. Oui, en 3D. En fait, quand j'ai commencé le projet, il y avait pas mal de sites, de forums de robotique, et on parlait de l'impression 3D, mais on n'imaginait pas encore qu'on puisse s'en servir pour la robotique. Ce qui me paraissait assez surprenant, parce que le fait... en fait, dans les forums, souvent, la discussion, c'était une impression 3D, ça fait des petits objets. Et moi, j'ai vu ça plutôt comme un gros Lego. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout à fait créer des pièces qui s'assemblent avec des queues d'aronde. Mais alors, justement, il faut être ingénieur pour utiliser tout cela, pour utiliser les tutos. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai pas essayé avant de venir, mais c'est compliqué? Non, en fait, alors moi, n'étant pas ingénieur du tout, hein, j'ai tout fait empiriquement, c'est-à-dire que je me suis dit, j'ai une vis qui fait telle puissance, un diamètre de temps, ça devrait pousser avec un petit servomoteur, ça devrait être suffisant pour faire soulever les bras. Tout ça, c'est fait vraiment au pif. Et j'ai de la chance, ça marche. C'est vraiment... Donc alors, il faut avoir de la chance pour que ça marche, ou non, ça marche? Il faut avoir de la chance, il faut peut-être analyser un peu plus que juste avoir de la chance, mais je ne suis pas ingénieur. Je n'ai pas du tout les connaissances pour ça. Au-delà de ça, après, comme j'ai tout mis sur Internet, sur le site, les gens peuvent reproduire chaque pièce du robot. Donc on a des pièces qui font à peu près 12 cm par 12 cm. Et chaque pièce peut être imprimée sur n'importe quelle petite imprimante et reproduite. Et une fois qu'elles sont reproduites, on peut les assembler comme un gros Lego. Et on a un logiciel qui est en open source qui permet également de faire fonctionner le robot. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est magnifique. Hein, mais on va creuser encore un peu le sujet. Les applications. Alors, au départ, est-ce que tu as imaginé les applications qui sont là aujourd'hui, 12 ans après, ou quelque chose comme ça? Raconte-nous. Alors, en fait, du fait que c'était un gros Lego, ça permettait de pouvoir le construire un petit peu partout, chez soi, dans une école, un monsieur chez lui, peut-être avec ses petits-enfants en train de le construire. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que
Quand je dis on, c'est parce qu'à partir de ce moment-là, il y a déjà une communauté. Il y a déjà énormément de gens qui suivent le projet, qui participent à tout ce qui est programmation. Parce que tout est sur Internet. Tout est sur Internet, Tu communiques accessible. sur Internet à ce moment-là. Exactement. D'accord. Et donc, on a imaginé que du fait que c'est un robot, on pourrait le lancer et avoir d'autres fonctions, le faire parler, le faire réellement prendre un objet, le faire voir, avoir une vision, avoir un retour sur ce qu'il est en train de voir. Et c'est essentiellement dans l'éducation qu'il est utile. C'est-à-dire que c'est pas un robot. Techniquement, mécaniquement, il n'est pas suffisamment capable de pouvoir porter un objet lourd ou précisément attraper un objet. Mais c'est plus un objet qui vous permet de comprendre et de travailler sur la robotique. Une introduction à la robotique, on va dire. D'accord. Mais plus que ça quand même, parce que on en a aussi un petit peu parlé. D'abord, là, on voit la carte de tous les robots qui existent. Ouais. Alors, tu peux nous en parler? Combien de robots aujourd'hui sont existants? Alors là, c'est très difficile à définir. Là, avec des Hollandais, on a développé 2 petites cartes qui sont dans le dos du robot, qui sont montées sur des microcontrôleurs Arduino. Ces 2 cartes sont vendues par paire, en général, sur Internet, sur le site. Et ces 2 cartes permettent d'estimer que c'est quelqu'un qui est en train de construire le robot. On a vendu plus de 10 000 paires de ces cartes. Donc on estime à peu près à la moitié, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui achètent la paire et qui n'arrivent pas du tout à le construire, ou qui vont construire juste un torse, ou juste un bras, ou juste un élément du robot. Donc on estime à peu près à entre 5 et 7 000 copies du robot dans le monde. Alors, ceux qui ont acheté les cartes, mais ceux qui ont voulu faire une partie du robot sans acheter la carte, là, il peut y en avoir beaucoup plus. Il peut y en avoir beaucoup plus. Et ça, tu ne le sais pas, en fait. Aucune idée là-dessus. D'accord. Aucune idée. C'est vrai qu'il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire que les gens peuvent imprimer les pièces, reproduire les pièces chez eux, et puis fabriquer une main, une tête. D'accord. Tu n'as jamais eu regret de l'open source? Parce que tu aurais pu gagner plein d'argent. Je crois que si j'avais essayé de commercialiser le projet, d'abord, je suis très mauvais commerçant. On ne peut pas tout savoir faire. Il y a des limites quand même. Oui. Et donc, je crois que le projet n'aurait pas été aussi loin. C'est grâce au fait de l'avoir mis sur Internet, de l'avoir partagé, de l'avoir mis en open source et d'avoir cette communauté derrière qui suit le projet, qui fait que c'est devenu mondial. Donc, tu n'as pas regretté? Tu n'as jamais regretté? Non, je ne regrette pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un apport. C'est un apport qui permet de comprendre et de faire de la robotique sans grands moyens. Est-ce que tu peux nous commenter peut-être là, on voit un monsieur un jeune homme à côté du robot. Tu peux nous commenter les images un peu? Oui. Donc ici, à droite, on voit un jeune garçon qui est grec et qui a construit le robot à l'âge de 12 ans. Donc lui, il a fait ça tout seul dans sa chambre avec son imprimante 3D. J'espère qu'il avait ventilé un petit peu sa chambre parce que les imprimantes 3D, ça peut être nocif. Et il a gagné un prix en Grèce. En bas à droite, c'est un robot qui a été imprimé en Russie. La personne en question a commencé à faire des jambes qui sont motorisées. Mais je crois qu'il n'a jamais finalisé le projet. Au milieu, on voit, c'est moi qui suis en train de faire les premiers tests, c'est-à-dire que le robot, il a un capteur au niveau du torse qui s'appelle une Kinect qui permet de jouer normalement sur une télévision. Et cette Kinect, en fait, elle envoie une information, elle reçoit une information. Et donc là, j'essaye de lui faire apprendre et faire des gestuels d'après ce que moi, je suis en train de faire. Et là, il te répond vraiment bien. Et voilà, il suit les mouvements que je suis en train de faire. Ouais, d'accord. Alors, il a un petit côté Frankenstein quand même. Hein. C'est parce que la Kinect perçoit les données et il y a un temps de latence, donc ça génère des mouvements un petit peu saccadés parfois. En haut à gauche, c'est aux États-Unis. C'est quelqu'un qui l'a monté sur un système à roues. Et ce robot-là, lui, il peut se déplacer dans la maison. Donc, il a installé tout un système de mapping qui permet de voir l'environnement, d'analyser les espaces dans lesquels il se déplace. En bas, pareil. En bas à gauche, pareil. C'est un autre robot qui permet de se déplacer dans la maison et d'analyser tout son environnement.
Donc ça, c'est des projets c'est quelques petits projets parmi voilà, tous les autres qu'on peut trouver. C'est intéressant parce que, en fait, à chaque fois, les gens vont prendre un morceau du robot et puis l'installer sur une plateforme et fabriquer ce qu'ils ont envie de faire avec. C'est-à-dire que c'est étonnant. C'est le développement, c'est ça ça apporte énormément. Alors, j'ai vu des vidéos, par exemple, c'est Kai en University, qui se trouve en Corée du Sud. Ils ont fait des tests avec le robot de pilotage d'avion. J'ai vu le truc, j'aurais pas du tout aimé être dans l'avion. Et en fait, ils essayaient de faire en sorte que les bras du robot pilotent l'avion. C'était un peu insensé ce qui se passait, mais bon, voilà. Oui. Peut-être on pourra aborder ça ou maintenant si tu veux. Hier, on en a parlé aussi un petit peu. On avait aussi un interview avec Nice Matin et donc on a abordé aussi ces sujets-là. Et entre autres, celui d'utilisation du robot que tu n'aimerais pas trop par rapport à la guerre, par rapport à... Enfin, tu n'as pas eu d'appel de Poutine, mais on ne sait jamais, quoi. Hein. Oui, effectivement. Alors, donc, le robot, je l'ai mis... c'est une forme d'open source, c'est-à-dire que j'ai mis les fichiers sous licence CCNC, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en servir commercialement. Et normalement, tout ce qui est militaire ne peut pas se servir du robot, malheureusement. J'ai vu des vidéos en Russie où le robot, avec sa main, déclenche des armes à feu. J'ai vu aussi des vidéos en Israël qui font la même chose. Je ne peux pas contrôler ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que je lance un truc avec des avocats et autres, et je n'ai pas l'intention de me lancer là-dedans contre des pays... Mais là, c'est carrément très minime. Très minime. Oui. Je ne sais pas quelle est la portée de tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est peut-être utilisé dans d'autres pays encore. Je ne peux pas connaître. Normalement, la licence empêche ce genre de choses. Mais il y a toujours des petits malins. Bien sûr. Alors, on va peut-être finir. Il y avait aussi une slide. Est-ce que ce sont, tu sais, tous les gens... Ici, en bas, à droite, pardon, oui, on voit, c'est Alessandro qui est italien, et lui, il est en train de contrôler la vision, c'est-à-dire qu'à travers ce qu'il est en train de porter sur son visage, c'est une forme d'oculus, il voit à travers les yeux du robot. Et ça lui permet, quand il bouge la tête, de faire tourner également la tête du robot. Là-haut, c'est tous les fils qu'il a dans le dos. Et oui, là-haut, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de fils. Impressionnant. Ici, on voit, il a quelques fils qui sortent de la tête, là. Ah oui, d'accord. Là, c'est un Russe, Pologne. Là, c'est en Espagne. Donc, c'est un petit peu partout encore. Hein. Ils ont à peu près tous le même visage. Là. Oui, en général, la tête reste c'est quoi similaire. ça Alors là, c'était un petit peu... C'est un photographe qui a pris la tête, qui s'en est servi pour un projet personnel et qui a fait des photos avec le robot. Donc ça, j'ai beaucoup aimé parce que tout ce qui est un peu artistique, ça me touche. Bien sûr. Et donc cette photo-là, j'ai bien aimé. Je l'ai mise dans le truc. Voilà. Oui, tu sais la liste de... Est-ce que ce sont des clients Voilà, ça. Oui, ça c'est la liste de clients pour qui j'ai travaillé ou je travaille toujours. Il n'y a pas tout, il y en a d'autres. Mais ce n'est pas eux qui prennent le robot, ça c'est... Non. Ça c'était client pub. Oui, ça c'est la d'accord, pub. je me posais la question. Ça c'est juste pour montrer un petit peu la clientèle. Alors, il y a un domaine que je voudrais bien aussi, dont on parle. On parlait d'applications, mais aussi de l'IA. Alors aujourd'hui, l'IA est partout. L'IA, on ne peut rien faire sans entendre parler de l'IA. On en a parlé aussi hier. Dis-nous ce que tu penses ou dis-nous ce que l'IA aujourd'hui fait avec ce robot. Parle-nous de ça. Alors sur le robot, depuis quelques temps, ça va faire peut-être 2 ans maintenant, j'ai développé une nouvelle tête qui n'est pas ici, qu'on ne voit pas, qu'on peut voir là. Et j'en suis pas super fier. C'est-à-dire qu'en tant que sculpteur, je préfère celui-là. C'est-à-dire que pour moi, le robot, je voulais travailler sur une forme qui soit physiquement abordable et acceptable pour les humains. Celle-ci a une peau en silicone, peut bouger. Elle a 17 servomoteurs derrière cette peau en silicone. Mais on commence à basculer vers cette vallée de l'étrange. C'est-à-dire que autant là, c'est acceptable. Ça reste un robot statique. Il a des grands yeux. Il est agréable à regarder.
là, on commence à avoir quelque chose. C'est proche de nous, mais c'est inquiétant. C'est anxiogène, hein, C'est vraiment. anxiogène. Oui, oui, oui. Moi, j'aimerais pas Et, le rencontrer dans les couloirs le soir. Non, 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 non. D'autant plus que cette photo-là fait partie d'une série de photos que j'ai faites pour un magazine américain, et j'ai fait en sorte de vraiment forcer sur chaque expression C'est réussi. qu'on puisse bien voir, pour qu'on puisse bien voir chaque expression qu'il était capable de faire. Donc, une fois que j'avais fait cette nouvelle tête avec ce silicone, l'IA étant de plus en plus présente, je me suis dit, avec un logiciel qui a été développé par la communauté, qui s'appelle MyRobotLab, et ce logiciel, on a pu intégrer l'IA à l'intérieur du logiciel. Je vais souligner aussi que MyRobotLab, c'est ce qui contrôle tout le robot. Ce logiciel, il permet de faire parler le robot, il permet de faire bouger le robot, d'articuler, de fermer les mains. On peut parler avec le logiciel, il renvoie des informations. Et avec MyRobotLab, on a intégré donc une ChatGPT, Ollama, des formes d'IA. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'il est possible de faire fonctionner le visage, de faire activer le visage du robot par IA? C'est-à-dire que ce serait elle qui gérerait ses mouvements faciaux. Et, donc j'ai créé un prompt qui lui a permis de faire bouger les paupières. Lorsqu'il parle, il peut bouger les paupières, il peut sourire, il peut avoir ses propres expressions. Et suivant les questions qu'on va lui poser, suivant le discours qu'il va avoir, il va générer lui-même ses propres expressions. J'ai également essayé de modifier le truc pour que ça fonctionne sur tout le corps, c'est-à-dire de faire bouger les bras, de faire bouger les mains. Là, le prompt devient tellement important que les réactions et les mouvements du robot sont pas normaux. C'est-à-dire qu'il va commencer à parler et puis tout d'un coup, il lève un bras, il a le bras qui part en arrière, il fait des gestes un peu incompréhensibles qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il est en train de raconter. Donc, je me suis limité juste à la tête. Je pense que c'est juste une histoire de programmation et que c'est moi qui ne suis pas capable de créer un prompt suffisamment adapté. Il y a du travail là-dessus. D'accord, mais est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est là-dessus que tu travailles pour l'avenir? C'est définitivement ce sur lequel j'aimerais travailler, avoir plus de temps. Et il y a d'autres personnes qui travaillent dessus. C'est-à-dire que ce soit moi sur ce projet-là, sur InMove, ou sur d'autres types de robots, l'IA est en train de se développer énormément. On peut voir aujourd'hui des robots qui sont capables de faire des sauts périlleux, de courir, de ranger des objets dans le lave-vaisselle, et tout ça grâce à l'IA. En quelques années, l'IA nous permet de développer la robotique. Et en fait, tu as fait tout ça parce que tu voulais qu'il range ton lave-vaisselle. Voilà, encore une fois, c'est Pinocchio. Hein. Voilà. On disait hier, quand on en a parlé aussi de l'IA, tu disais aussi qu'il y avait quand même des dangers avec l'IA aujourd'hui. On peut craindre que justement le robot nous remplace complètement, que l'IA arrive à générer des choses qui nous dépassent. Oui, moi, il y a déjà une dizaine d'années, j'espérais que l'IA nous permettrait de faire transcender l'humanité, c'est-à-dire aller au-delà de ce qu'on a toujours fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une société qu'on développe, qui atteint un certain niveau, puis au bout de ce niveau, on détruit pour recommencer à nouveau. J'espérais que l'IA, du fait qu'elle est globale et qu'elle est supposée comprendre ou analyser toutes nos données, de pouvoir nous faire transcender, aller plus loin, de trouver des solutions pour aller plus loin. Je ne suis pas persuadé aujourd'hui que ce soit ça qui soit en train de se mettre en place, du fait que l'IA est très commerciale. Et bon, je ne vais pas rentrer sur les débats un petit peu inquiétants. Non, mais juste quand même. Oui, toi en tant qu'artiste, toi en tant qu'utilisateur, en tant que créateur, tu sens quand même, tu as une inquiétude par rapport à l'IA aujourd'hui. Une inquiétude qui pointe. D'accord. Et il y a réellement un risque. Je pense que si on n'arrive pas à trouver des moyens de communication entre pays pour ne pas développer dans un pays l'IA la plus puissante pour écraser un autre pays, c'est pas juste un autre pays qui va être écrasé, c'est l'humanité qui sera écrasée, je pense. Alors justement, on revient à l'identité de InMove. Il est français? Alors, il a des papiers d'identité? Non, alors il n'a pas de papier. Quand il voyage, en général, il est planqué dans une valise. Alors, ce qui explique, parce que bien évidemment, vous vous doutez bien que moi je voulais
que Gaël arrive avec son robot. Effectivement, c'était compliqué. Dans le Oui, train. c'est compliqué. Hein, donc j'ai eu beau insister, j'ai insisté. Oui, pas mal. Oui. Mais c'était vraiment compliqué, donc j'ai fini par accepter. Mais vous avez compris quand même. Surtout que moi, la première fois que j'ai vu Gaël, ici à Montsartou, il avait dansé avec le robot. Donc, c'était l'idée, je voulais le faire danser avec le robot, mais c'était pas possible. Oui, c'est vrai, j'étais venu avec le robot là, Je me cette souviens fois-là. très très bien. En fait, c'est devenu assez compliqué de le déplacer parce que, à cause de l'IA, on penserait que ça simplifie les choses, mais en fait, c'est en train de compliquer les choses plus que tout. L'IA n'est pas localisée dans le robot, elle est dans un autre ordinateur, donc il faut arriver à communiquer via Internet. Et c'est pour ça que techniquement, il fallait lui démonter la tête. Quand il voyage en valise, je lui enlève la tête, je lui enlève les bras, je lui démonte les jambes. Et le pauvre, il est en plusieurs morceaux dans 2 valises. Il fallait qu'on réserve un wagon complet. Comme presque un wagon complet. C'était ça difficile. m'est arrivé d'ailleurs, quand j'étais arrivé en Inde, pour présenter le robot, ils avaient vu des morceaux de robot dans la valise et ils m'ont demandé qu'est-ce que c'est. Je leur ai dit, c'est un robot. Et en fait, à la douane, ils ont voulu voir absolument un robot. Ils s'imaginaient voir un truc incroyable sortir des valises. Je me suis dit, je vais y passer des heures. Là, ça ne va pas être possible. Donc, j'ai juste sorti un pied en plastique imprimé en 3D, sans moteur. Et ils ont été extrêmement déçus. Donc, j'ai refermé mes valises et j'ai pu passer la douane. Ça a peut-être inspiré Carlos Ghosn, non? Oui. Sûrement. Et alors, revenons donc au papier d'identité. Alors, bien évidemment, c'est pas d'actualité, mais effectivement, il y a des gens qui veulent, qui ont des applications un peu bizarres avec ce robot, même drôles. Tu peux nous en parler? Alors, on a eu, il y a quelques années, il y a une jeune femme qui imprimait le robot, qui était blanc et violet. Et en fait, cette jeune femme a souhaité se marier avec le robot. Donc, ça a été un petit peu... c'est passé sur les réseaux. J'avais communiqué avec elle. Je lui ai dit, attention, ça peut être un petit peu risqué. Et effectivement, les réseaux l'ont attaqué très fortement. Mais bon, entre-temps, elle a eu, et j'ai eu une interview avec CNN, avec des magazines, avec des journaux français, sur le fait de possiblement, les humains pourraient se marier avec des robots. Pourquoi pas? Quand CNN m'a demandé, je leur ai dit, écoutez, moi, cette histoire, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai proposé que si elle se mariait, effectivement, j'aimerais bien être là, parce que quand même, je suis le père du robot, donc ce serait normal. Et il n'y a pas eu de suite là-dessus. Il n'y a pas eu de suite parce qu'en fait, elle a fermé tous ses réseaux sociaux. Et elle a vu que ça allait trop loin. Ouais. Il y a d'autres applications qui sont touchantes ou, je ne sais, des gens qui t'ont remercié pour... Je ne sais pas, il y a eu des applications? Oui, il y a pas mal d'applications. Il y a par exemple une application de Jean-Pierre Le Cagnois qui est là, juste ici, là, qui fabrique également le robot. Et en fait, lui, il a construit le robot en plus petit. C'est-à-dire qu'il a repris tous les fichiers, les a réduits à 0,64%, de façon à faire un robot miniature. À ma taille. Ah oui, exactement. Impeccable. Voilà. Presque. Et tout ça parce que sa femme n'acceptait plus d'avoir le grand dans le salon. Quand même. Bien sûr. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une application. Ça, c'est une application. Il a développé également une application sur smartphone, ce qui permet de contrôler le robot et de lancer des fonctions qui sont sur MyRobotLab, donc le logiciel qu'on utilise. Et par son téléphone, il peut envoyer ses communications. Il y en a toute une flopée, en fait. Et médicalement. Donc, médicalement, moi je pensais les pays en guerre, les gens qui n'ont pas forcément d'argent, les petits-enfants qui sautent sur une bombe, des choses comme ça. C'est difficile. C'est une application dans ce genre-là. Ça pourrait être utilisable. Je pense que la prothèse, au départ, c'était le but premier, mais c'est toujours un petit peu délicat. C'est-à-dire que peut-être que dans un pays de guerre, en temps de besoin, on pourrait effectivement imprimer des... Ça doit sûrement se faire. Ça doit se faire. Moi, de mon côté, j'ai arrêté l'histoire de la prothèse pour des histoires de sécurité. C'est-à-dire que je ne voulais pas avoir d'ennui avec quelqu'un qui imprimerait la prothèse, qui s'en servirait. Bien sûr. Histoire d'assurance. Parce que cette deuxième main que vous voyez là-bas, celle-là, je ne l'ai jamais mise sur Internet. Pourquoi ?
Jamais mis sur Internet parce que j'avais un petit peu peur de me retrouver dans une situation où je me ferais attaquer par quelqu'un qui aurait utilisé cette main et qui se serait ébouillanté avec un café parce qu'il n'aurait pas réussi à maintenir la tasse de café, parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'il faut, il faut être approuvé pour pouvoir lancer ce genre de choses. Si on fait le bilan de toute cette aventure, Gaël, c'est plutôt positif. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a changé quelque part? Ah oui, totalement. Ouais, moi, je suis hyper fier. non, ça a changé. Je pense que ça apporte dans les écoles. Il y a énormément d'écoles qui le reproduisent, des professeurs qui font ça avec les enfants. Ça apporte le fait que l'impression 3D peut être utilisée dans la robotique, alors qu'au début, on n'imaginait pas vraiment que ce soit possible. Ça apporte... je ne sais même plus ce que ça apporte. Et je sais que tu as 2 filles. Tes 2 filles, elles sont fières? Ta femme, elles sont fières et elles fonctionnent bien mieux que le robot. Et tant mieux. Oui, elles sont fières. J'ai une plus grande fille qui a 34 ans, la plus jeune a 30 ans, et toutes les deux, elles sont fières. Elles m'ont envoyé un petit message ce matin en me disant « Bonne chance, papa ». Ce que lui n'a pas fait. Hein. Ben oui, non, mais c'est l'ingratitude. Hein, l'ingratitude des enfants, c'est bien des fois. Celui-là, elle est un peu ingrat. Non, mais écoutez, c'est magnifique. Je crois qu'il y a une petite vidéo qu'on doit voir aussi également. Oui, ça permettra. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur l'avenir, sur comment tu vois ce qui va arriver là maintenant? J'aimerais bien, en fait, depuis le début, j'avais modélisé, créé des jambes pour ce robot. Et j'espérais que la communauté allait travailler plus dessus et trouver des solutions. Pour l'instant, il y a eu des tentatives, mais les jambes ne fonctionnent pas encore. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de se déplacer sur ses jambes. Tout ça, c'est financier. Techniquement, c'est compliqué, mais je pense qu'on pourrait y arriver. Ça, c'est un des trucs que j'aimerais beaucoup, c'est que la communauté arrive à faire des jambes qui fait que le Maintenant, tu fais travailler les autres. Il n'y a pas de raison. Ouais. Si quelqu'un sait le faire, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Donc on voit sur cette vidéo, on voit un petit peu le robot en action, ce qui permettra du fait que j'ai pas pu l'apporter. Voilà, peut-être tu peux te pousser un peu. Je vais mettre ça. Je te dérange. Donc les mouvements sont relativement lents. Parce que c'est des petits servomoteurs qui valent entre 12 et 14 € chaque petit moteur. Donc ça, c'est gestuel du matin, c'est le tai chi matinal. Hein. Donc il a des caméras dans les yeux, il peut bouger la tête, il peut parler. Sur ce modèle-là, il a des petits speakers qui lui permettent de parler par les oreilles. Celle-là n'en a pas. Les doigts ont des capteurs à chaque terminaison, ce qui permet de définir la pression qu'il exerce sur les objets. Sur cette version-là que vous voyez sur la vidéo, c'était la première version de main, donc c'est celle qu'on a ici, là. Les capteurs sont fabriqués avec juste des petits morceaux de cuivre et de mousse électrostatique, et ce qui fait que quand la mousse électrostatique est pressée, ça donne une variation électrique, et c'est comme ça que le capteur fonctionne. Chaque doigt est activé par des tendons qui font l'aller-retour. Donc il y en a un devant, un derrière, et ce qui permet de faire bouger les doigts. Et il peut vous demander de venir pour jouer au foot, faire de la boxe. Non, je rigole. Alors,
La version de MyRobotLab que j'utilise ici, là, dans la vidéo, c'est une version où à chaque fois il demandait l'autorisation de faire la gestuelle. C'est-à-dire que je lui disais close hands, ferme tes mains. Il demandait did you say close hands, et je lui disais yes pour approbation. Alors en anglais, parce que pour que ce soit communautaire mondialement, de façon à ce que ça puisse être utilisé par tout le monde. Après, on a développé des versions pour pas mal de pays. Il y a une version française, il y a une version espagnole, une version américaine. On a... Il est polyglotte, il parle plein de langues. Il parle plein de langues. Dans cette version-là, d'ailleurs, il parle plein de langues, mais chaque version est séparée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire passer d'une version à l'autre. Il faut l'éteindre et redémarrer dans une autre version. Actuellement, avec l'IA, en fait, on peut passer de l'une à l'autre. Il peut parler dans plein de langues. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il répond aux questions. Alors, avec l'IA, il répond aux questions. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ChatGPT sur votre téléphone. Vous pouvez lui demander absolument n'importe quoi. Et dans ce cas-là, il se met à parler. Et ça peut être combien de kilomètres y a-t-il entre la Terre et la Lune ? Ça peut... Okay. Et il répond, et avec ses expressions faciales, il va vous faire il y a tant de kilomètres entre la Terre et la Lune. Je crois qu'on peut vraiment remercier Gaël Langevin. Merci. Et puisque son robot répond aux questions, peut-être que Gaël répond aussi aux questions. On peut tenter. Si vous en avez. Avec le micro, peut-être ? Oui, oui. Ben j'attends de voir si une main se lève. Oui, bon, de nouveau bravo, c'est éblouissant. Pour revenir un petit peu du monde des télécoms, c'est incroyable ce que vous faites. Savez-vous s'il est utilisé par les écoles dans la région, là, par exemple ? Universités ou écoles de la région, y compris Nice, la fac Je crois qu'il est utilisé dans quelques universités autour d'ici. Elles ne sont pas répertoriées, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens construisent et parfois communiquent sur le forum. Mais je sais qu'il y en a... Je ne pourrais pas vous dire les noms des écoles. Ah, d'accord. Mais il y en a dans le coin. Jean-Pierre est dans le coin. Lui il le fait chez lui, mais il y en a dans les environs, oui. Okay, j'avais une deuxième question, mais je ne veux pas monopoliser. Est-ce que vous savez si toutes ces avancées sont regardées par les sociétés qui font de l'argent avec les robots, qui sont actuellement d'ailleurs à Las Vegas à montrer leurs robots hyper sophistiqués. Est-ce qu'ils utilisent cette technologie ? Est-ce que vous avez des contacts avec eux ? Peut-être que vous pouvez garder ça en secret, mais voilà. Non, alors il y a des morceaux de mon robot qui ont été utilisés dans des robots. Par exemple, le premier robot de Tesla, j'avais remarqué que les doigts et la main étaient très très similaires. C'est-à-dire que la forme de la paume, c'était la même paume. Normalement, suivant la licence non commerciale, c'était pas possible. Mais il y a des morceaux qui sont utilisés dans des robots et qui sont commerciaux. Effectivement. Merci. Oui, justement, je posais un peu les questions d'éthique. D'abord parce que moi, je vous applaudis pour cette dimension de partage et de mise à disposition, quels que soient les moyens. Mais est-ce que vous vous interdisez pas quand même à un moment donné peut-être d'essayer de remettre des règles là où, en plus dans un monde où on essaie d'enlever les règles ? Et d'autre part, si vous pouviez revenir quand même aussi sur ce développement avec l'IA. Donc oui, on peut avoir un robot qui toute la journée chez nous répond à nos questions avec beaucoup de patience, etc. Mais est-ce que, par rapport à vos craintes que vous avez, est-ce que vous pourriez quand même les développer, essayer peut-être de garder un cadre voilà. Alors, en fait, avec l'IA, je ne la contrôle absolument pas. C'est-à-dire que c'est plus les développeurs d'IA qui contrôlent ça. On va dire que c'est ChatGPT, OpenAI, Meta qui développent et censurent. Nous, on utilise vraiment l'IA
en tant que tel. Après, on crée un prompt qui génère des choses sur le robot, mais ça ne va pas tellement plus loin que ça. On ne crée pas d'IA. Après, les censures que je peux donner, c'est la licence non commerciale qui est appliquée sur les pièces du robot. Mais après, tout ce qui est logiciel, c'est une licence, je crois, de MIT. Et voilà, c'est à peu près le niveau. Ce que font les gens avec le robot dans les écoles ou chez eux, je ne peux pas contrôler ce genre de choses. C'est assez limité, en fait. Il y a par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un qui avait imprimé le robot et qui le vendait sur AliExpress. Encore une fois, c'est-à-dire que je suis tout seul, même s'il y a une communauté autour, on essaye d'envoyer des messages, on essaye de faire appliquer la licence, mais je ne vais pas m'attaquer à tout le monde. Et puis, je n'ai pas l'intention de faire ça. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, j'ai autre chose à faire que de faire des procès à tout le monde. Voilà. Micro. J'avais une question justement par rapport à ça. Je voulais savoir si vous aviez été approché par justement Elon Musk ou autres, c'est-à-dire les grandes entreprises américaines, justement par rapport à votre robot, pour une collaboration, pour justement, on va dire, c'est un peu le côté sournois de la chose, mais je pense qu'ils veulent commercialiser ce type de robot. À l'heure actuelle, si j'ai bien compris, Optimus, je crois que c'est 20 000. Il veut vendre le robot à $20 000. Il veut en faire un assistant à $20 000. Donc on pourra s'acheter. D'ailleurs, il est déjà en vente sur Internet. Sur AliExpress, parce que justement, je suis un petit peu passionnée par ce domaine. C'est déjà en vente. Il y a déjà des choses en vente. Moi, personnellement, je suis très méfiante parce que j'ai l'impression qu'en Chine, ils développent énormément la robotique. Je pense que n'hésitez pas justement à développer ce côté-là. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a un peu, de la fausse robotisation. C'est-à-dire qu'en gros, les robots ne sont pas vraiment des vrais robots. Il y a eu tellement de mascarades où les gens en fait étaient déguisés en robots, entre guillemets, pour faire croire que. Ou alors c'était des robots qui étaient contrôlés par des humains derrière. Donc en gros, comme des marionnettes de base. Donc pas autonomes vraiment. Voilà, donc tout ça, c'est pour juste ma question, c'était est-ce que vous avez été approché au niveau commercial? Est-ce qu'on vous a proposé des contrats? Et aussi, une chose toute simple, toute bête, je ne sais pas combien de robots vous avez déjà chez vous, à vous. Alors, combien vous en avez fabriqué au total? Voilà. Alors, effectivement, j'ai été approché il y a quelques années par Google, qui m'a téléphoné. Ils m'ont appelé directement en me parlant d'un projet qu'ils avaient sur la possibilité que dans le futur, ils allaient créer des humains qui seraient capables de vivre plus de 1000 ans grâce à la robotique, probablement parce qu'on pourrait utiliser ce qu'on a dans notre cerveau, le transplanter au niveau d'un robot, et ensuite ce serait le robot qui serait porteur de nos données, personnelles. Quand j'ai eu cette personne au téléphone, je me suis dit c'est probablement un canular. Je me suis dit oui, je vais vous rappeler. J'ai raccroché le téléphone et en fait j'ai jamais rappelé. Et en fait j'ai appris par la suite qu'effectivement c'était un projet qui était mené par Google et qui se développe. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont avec ça. Après, la deuxième question par rapport aux robots que j'ai chez moi, j'en ai fabriqué plusieurs, j'en ai 5 au total. 5 au total. Après, j'ai récupéré d'autres types de robots qui ont été fabriqués par des sociétés françaises. Pepper, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit robot avec 3 roues qui peut se déplacer. Le petit Nao également, qui est un petit robot, qui permet de comprendre et de développer en logiciel des éléments qui pourraient servir pour InMove. Voilà, 5 robots. Un seul qui est réellement entier et qui fonctionne, un deuxième qui est entier sur ses roues et qui est dans une vitrine. Il n'a plus d'ordinateur, donc celui-là, il ne m'embête plus du tout. Je suis bien tranquille. Il vous a demandé un mariage Non. Mais le deuxième se réveille tout seul. C'est-à-dire que quand je rentre dans l'atelier, il se déclenche tout seul parce qu'il a des capteurs qui lui permettent de voir les mouvements. Et donc, des fois, ça surprend un petit peu, ouais.
Voilà, donc moi, c'est pas une question, c'est juste pour apporter de l'eau à ton moulin, Gaël. Oui. La philosophie de la communauté qui a été créée avec le robot de Gaël, la philosophie, c'est pédagogique, c'est-à-dire que c'est pas faire du business, c'est une communauté, on partage notre savoir entre nos idées, notre savoir. Une personne va donner un bout de code, une autre personne va donner... Bon, Gaël a fait le principal, il a fait le plus gros puisqu'il a fait l'architecture du robot. Alors l'avantage de ce côté pédagogique, c'est qu'on va toucher à tout, c'est-à-dire on va toucher à l'impression 3D. Donc moi, lorsque j'avais vu ça sur... Alors, il n'a pas dit le site ça s'appelle imove.fr, donc je vous propose d'y aller voir. Donc sur ce site, vous avez absolument tout. Vous avez le code pour développer, vous avez tous les fichiers pour imprimer. Donc moi, au début, c'est pareil, dans les années 2000, je me dis, tiens, je vais essayer l'imprimante 3D. Alors ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, on n'a pas besoin d'imprimante 3D à la maison. Si, je vais trouver quelque chose. Et là, je me suis dit, je vais me lancer sur la création d'un robot. Donc, effectivement, avec une petite imprimante que j'avais payée à l'époque, c'était une société française qui s'appelle Dagoma, elle existe toujours. Donc, pour quelques centaines d'euros, j'ai commencé à imprimer le robot. Et après, avec la communauté, donc on a commencé ça a commencé à grossir. Il y a une partie donc, des développeurs qui ont développé la partie programmation et la partie électronique. Donc l'avantage de ce projet, c'est que vous allez toucher un peu à tout. Vous allez toucher à la fois à l'impression 3D, à la fois au développement. Alors le développement, donc c'est assez simple puisqu'il y a du Python. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un langage accessible à tous. C'est-à-dire que même les enfants du primaire, on leur apprend le Python. Donc on va pouvoir commencer à développer des petites... moi, le premier programme que j'ai développé pour le robot, c'est un programme de tirage du loto. Je dis, tiens, alors je lui demande de me donner le numéro de loto. Il va me sortir des numéros au hasard du loto. Et il les enregistre et puis il me dit, bah, tiens, si tu avais joué ça, tu aurais gagné ça. Bon, le problème, c'est que je n'ai jamais joué les numéros qu'ils me donnent. Bon, j'ai tort. Donc, vous voyez, il suffit d'avoir après des idées toutes simples et vous allez pouvoir alimenter votre robot personnellement. C'est complètement ouvert, quoi. Je veux dire, c'est le pouvoir de votre propre imagination. Et je reviens, c'est accessible à tous. Et c'est l'esprit. L'esprit, c'est pas du tout un esprit commercial. On peut remercier Gaël pour ça. C'est que dès le début, c'était un esprit de partage où, dans la communauté, tout le monde partage. Et c'est ça qui fait la puissance de ce projet. Et j'espère que ça ne deviendra jamais commercial parce que ça serait dommage. Voilà, c'était la chose que je voulais ajouter pour mettre de l'eau au moulin. Merci. Nous vous remercions, merci. J'ai une question qui rejoint un peu la question précédente concernant est-ce que vous avez été rapproché par des labos de recherche qui cherchent cette dimension de sculpture, l'art, par rapport à des robots humanoïdes ou d'autres robots. Par exemple, moi j'ai vu un projet, des collègues qui travaillent sur des projets, c'est une voiture qui doit se déplacer pour sauver des humains dans des sentiers, des sentiers un peu improbables. Donc il y a une dimension de sculpture, d'imaginer comment va être la voiture. Donc je me dis, est-ce que vous avez été rapproché pour designer, pour proposer votre art et votre savoir-faire? Alors j'ai effectivement été approché, mais plus sur des sujets publicitaires. C'est pas tellement pour utiliser le robot, puisque comme il est en accès libre, finalement, les gens l'utilisent et peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Donc les labos en question, ils vont prendre la tête et puis ils vont développer avec quelque chose. Donc ils ne font pas appel à moi. Par contre, en publicité, ça m'est arrivé du fait que j'avais fait ce robot, de me retrouver à faire d'autres robots
des créations qui sont plus des sculptures. J'avais fait 3 robots qui étaient pour une campagne publicitaire pour une radio jazz en France. Et chaque robot devait représenter le fait qu'un robot ne serait jamais capable de jouer du jazz aussi bien qu'un humain. Donc ils avaient des expressions qui devaient être dépitées. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'était sculptural. C'était pas de la robotique réelle. Ils avaient des looks de robots, mais c'était des sculptures avant tout. Mais au niveau des labos, il y a eu CAI Université qui a gagné des concours. Vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces concours de robotique où les robots doivent ouvrir une porte, ensuite ils doivent parcourir une certaine distance, ensuite ils doivent monter des escaliers. Et eux avaient gagné cette année-là, c'était en 2010, je crois, et ils avaient utilisé la main du robot pour faire ce pilotage d'avion. Voilà. Et eux m'avaient approché pour savoir s'ils pouvaient utiliser les éléments du robot pour participer à ce concours. Mais pas de développer des éléments pour eux. Bonjour, moi je voulais revenir sur l'exemple que vous avez donné qui concerne votre responsabilité par rapport à l'utilisation de la main en tant que prothèse, de si la personne se brûle avec le café. C'est en open source, donc en quoi votre responsabilité est engagée? Est-ce que c'est parce qu'il y a cette licence non commerciale? Parce que j'ai l'impression que votre responsabilité, elle est dégagée de tout. Normalement, je pense que je suis dégagé de tout. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de faire cette histoire de prothèse parce que j'avais donné la patate chaude à Nicolas Huchet, qui est le jeune qui avait perdu sa main, qui montait une association d'aide aux handicapés. Et donc, je me suis dit, bon, eux, ils vont gérer ça, ils vont être capables de faire ça mieux que moi. Et d'autant plus que je ne voulais pas prendre de risques avec cette histoire de main. En fait, le robot étant sous la même licence, finalement, c'est pire. C'est-à-dire qu'on peut faire encore plus de choses graves avec un robot qu'avec juste une prothèse. Et donc, c'est vrai que ce n'était pas vraiment une bonne raison d'avoir arrêté cette histoire de prothèse. C'était dommage, voilà. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Mais il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui utilisent l'impression 3D pour créer des prothèses. Il y a un développement qui est énorme. Il y a Bibionic qui est parti sur le même projet et qui a créé des mains qui sont super fonctionnelles, beaucoup plus fonctionnelles que celles que j'avais faites au départ. Voilà. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette conférence splendide. Merci. Alors moi, je travaille à bord des navires en tant que technicien et justement, je me demandais s'il y avait une possibilité en ingénierie d'avoir des robots assistants techniciens qui sont avec nous dans la réparation des tâches et comment est-ce que le robot il gérerait, pas le mal de mer, mais quand le bateau il gîte avec les vagues, s'il avait un système en plus pour se rattraper, etc. J'imagine qu'avec tous les systèmes gyroscopes qu'on peut installer dans les robots, ils devraient pouvoir se déplacer correctement dans le bateau. Après, il y a techniquement, est-ce qu'il faut, ce serait quoi? Ce serait d'aider à la réparation de certains éléments mécaniques dans le... Ah oui. Oui, bon, déjà, il faudrait que le robot soit déjà assez efficace au niveau de ses mains, qu'il soit suffisamment fort. Et ça serait top. Ben, je pense que ça va arriver relativement vite. Il y a des robots, il y a le robot il y a Optimus, ils sont en train de travailler dessus. Il y a le nouveau robot de Xpeng, qui est une marque de voiture chinoise là, qui est en train de développer des robots qui sont extrêmement efficaces. Juste avec des gyroscopes à l'intérieur, la balance sur le bateau, je pense que ça devrait fonctionner. Comme un humain, quoi. Peut-être mieux encore qu'un humain, parce que peut-être qu'il pourrait percevoir en amont les vagues qui seraient en train d'arriver grâce au radar qui serait sur l'avant du bateau. Et comme ça, avoir tout de suite l'intégration de ce qui est en train d'arriver pour prédire les mouvements du bateau. Ils seront plus forts que nous dans pas mal de domaines, en fait. Oui, bonjour, merci pour votre conférence, merci pour toutes ces informations très, très intéressantes, très précieuses. Vous n'êtes peut-être pas au courant, l'actualité de ce matin, ils ont annoncé que Tesla et Elon Musk arrêtaient les véhicules électriques pour se mettre à 100% dans la robotique.
Quel est votre avis là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire, étant donné effectivement les moyens? Ils disent que d'ailleurs l'usine principale aux États-Unis va se transformer en robotique, celle qui fabrique aujourd'hui des voitures. Voilà. Quel est votre avis sur la situation? Merci. Merci. Oui, j'étais pas au courant de ça. Ah, que le modèle X, d'accord. S et X, d'accord. Il faut se concentrer sur les voitures et Optimus, et donc l'intelligence artificielle Oui, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant, parce que finalement, elles se vendent plutôt pas mal, leurs voitures, et elles ont été un petit peu le déclencheur du développement européen de la voiture électrique. Donc, business. Après, Optimus, je pense qu'effectivement, ils ont intérêt à développer le robot s'ils veulent rester dans l'action, parce que la Chine est en train de prendre énormément d'avance du fait qu'ils ont aussi des voitures électriques et qu'ils développent des robots. Je ne sais pas si vous avez vu ce robot de Xpeng qui peut marcher. En fait, quand ils ont fait les premières démonstrations de ce robot sur scène, le robot se déplace tellement comme un humain que les gens ont cru que c'était quelqu'un qui était à l'intérieur d'un... Voilà, ils ont été obligés de découper la jambe sur scène pour montrer la partie robotique à l'intérieur de la jambe, tellement les mouvements sont fluides et humains. Voilà, je ne sais pas trop ce que va devenir Optimus. Je pense qu'ils vont mettre le carton pour que ça se développe et maintenir un niveau suffisamment élevé par rapport à la Chine. Oui. L'heure tourne, on a une question là et une question là, et après on va peut-être s'arrêter. Okay. Oui, bonjour, merci beaucoup. Ce que je voulais demander, c'était quels étaient finalement les cas concrets d'utilisation les plus communs aujourd'hui pour ce genre de robot? Celui-ci ou juste les robots humanoïdes en général? Ouais, les robots, les deux, remarque. Alors, les robots en général, pour l'instant, il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai qu'on est en train de faire des robots humanoïdes, on se dit, mais finalement, un aspirateur qui tourne et qui est rond et qui peut aller passer sous les chaises, c'est bien plus pratique qu'un robot humanoïde. Je pense que le robot humanoïde, quand il va être suffisamment développé, il pourra faire des tâches que nous réalisons, c'est-à-dire prendre un aspirateur et aller passer l'aspirateur sous la chaise, déplacer la chaise pour pouvoir faire l'aspiration correctement autour des pieds au lieu de sans soulever la chaise. Mais il n'y a pas réellement d'application pour l'instant. C'est un petit peu il y a plein de gens qui disent mon lave-vaisselle, finalement, il fait mieux lave-vaisselle qu'un robot humanoïde. C'est en développement. Celui-là, par contre, l'utilisation, elle est éducatrice. Elle permet de s'en servir, d'apprendre à robotiser, à construire un robot, d'apprendre à programmer, d'apprendre à développer la robotique, et surtout de se dire, c'est pas parce que c'est un robot que je n'y ai pas accès, d'ouvrir le champ des possibles et de se dire que c'est pas parce qu'un robot est construit par Tesla ou par Xpeng en Chine qu'on ne peut pas lui démonter un morceau de la tête et accéder à l'intérieur et commencer à coder en Python à l'intérieur et transformer ce robot à sa façon et surtout ne pas se laisser envahir par cette robotique qui est en train d'arriver. Bonjour. Alors ma question rejoint un petit peu la question de madame. Je voulais vous demander à quand le jour où on aura un robot qui pourrait, par exemple, venir en aide aux personnes âgées, leur porter des médicaments, leur parler. Comment allez-vous ce matin? Avez-vous passé une bonne nuit? Et puis, voilà, faire la vaisselle. Voilà, ma question. À quand? J'ai démarré le projet il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et il n'y avait pratiquement pas de robots humanoïdes. C'est-à-dire que là, en 10 ans de temps, on se retrouve avec des robots qui marchent, qui peuvent parler, qui peuvent bouger, et l'IA est en train de pousser le bouchon bien plus loin. Je pense qu'à mon avis, 5 à 10 ans maximum, avant qu'on puisse réellement avoir des robots humanoïdes qui soient dans la maison et qui puissent nous aider.
Merci beaucoup Gaël. Alors moi je voulais quand même vous Merci. dire que j'ai un grand regret. Vous auriez pu nous dire que votre robot pouvait trouver le numéro du loto. Parce que là on avait 1000 personnes ce matin. Ah oui, c'est vrai, on aurait eu plus de monde. Eh ben voilà, donc non, c'est pas encore tout à fait le cas, je crois pas. Hein. Non. D'accord, très bien. Merci beaucoup encore Gaël, vraiment. Vous restez encore avec nous un peu pour le café. Merci, merci à tous. Tu es l'affiche. Alors, il reste un petit peu de café. Vous pouvez bien sûr partager entre vous après cette conférence. On a dispatché un petit peu partout ces 4 informations. Vous voyez, vous pouvez adhérer à notre association en ligne sur Hello Asso, aller regarder notre page LinkedIn, aller regarder notre chaîne YouTube. Cette intervention sera sur notre chaîne YouTube. Et puis, si vous avez vraiment un problème, vous avez un mail. Vous avez également le 10 avril, si vous êtes intéressé, notre prochaine matinée Esprit Lafitte, c'est donc Patrick Fénichel, qui est endocrinologue et gynécologue, et qui vient nous donner une conférence qui va s'appeler les perturbateurs endocriniens de nouveaux facteurs de risque. Voilà. Et enfin, dernier point, nous avons beaucoup d'adhérents ici, donc, qui sont des gens très généreux et qui cotisent. Pour ceux qui ne sont pas adhérents, soit vous adhérez, soit maintenant sur Hello Asso, vous pouvez, sans forcément adhérer, faire un don. On prend aussi. Et le café est offert à tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup.